La main de Dieu. C'est chose bien malaisée quand on n'y fut pas que de reconstituer une bataille, et même quand on y fut, surtout lorsqu'elle se déroule aussi confusément que celle de Maupertuis. Elle me fut contée, quelques heures après, de 20 façons différentes, chacun ne la jugeant que de sa place et ne prenant pour important que ce qu'il avait fait. Particulièrement les battus, qui, à les entendre, ne l'eussent jamais été sans la faute de leurs voisins, lesquels en disaient tout autant. Ce qui ne peut être mis en doute, c'est que, aussitôt après mon départ du camp français, les deux maréchaux se prirent de bec. Le connétable, duc d'Athènes, ayant demandé au roi s'il lui plaisait d'ouïr son conseil, lui dit à peu près ceci. « Sire, si vous voulez vraiment que les Anglais se rendent à votre merci, que ne les laissez-vous s'épuiser par défaut de vivre, car leur position est forte, mais ils ne la soutiendront guère quand ils auront le corps faible. Ils sont de toutes parts encerclés, et s'ils tentent sortie par la seule issue où nous pouvons nous-mêmes les forcer, nous les écraserons sans peine. Puisque nous avons attendu une journée, que ne pouvons-nous attendre encore une ou deux autres, d'autant qu'à chaque moment, nous nous grossissons des retardataires qui rejoignent. Et le maréchal de Clermont, appuyé, le connétable dit bien, un peu d'attente nous donne tout à gagner et rien à perdre. C'est alors que le maréchal d'Audrehem s'emporta, à termoyer, toujours à termoyer. On devrait en avoir terminé depuis la veille au soir. Vous ferez tant que vous finirez par les laisser échapper, comme souvent il advint. Regardez-les qui bougent, ils descendent vers nous pour se fortifier plus bas et se ménager refuite. On dirait, Clermont, que vous n'avez pas grand hâte de vous battre et qu'il vous peine de voir les Anglais de si près. » La querelle des maréchaux, il fallait bien qu'elle éclatât, mais était-ce le moment le mieux choisi? Clermont n'était pas homme à prendre si gros outrage en plein visage. Il renvoya comme à la paume, « Vous ne serez point si hardi aujourd'hui, Audrehem, que vous mettiez le museau de votre cheval au cul du mien. » Là-dessus, il rejoint les chevaliers qu'il doit entraîner à l'assaut, se fait hisser en selle et donne de lui-même l'ordre d'attaquer. Audrehem l'imite aussitôt, et avant que le roi n'ait rien dit, ni le connétable rien commandé, voici la charge lancée. Non point groupée comme il en avait été décidé, mais en deux escadrons séparés, qui semblent moins se soucier de rompre l'ennemi que de se distancer ou de se poursuivre. Le connétable à son tour demande son destrier et s'élance, cherchant à les rameuter. Alors le roi fait crier l'attaque, pour toutes les bannières, et tous les hommes d'armes, à pied, bateaux, alourdis des 50 ou 60 livres de fer qu'ils ont sur le dos, commencent à s'avancer dans les champs vers le chemin pentu où déjà la cavalerie s'engouffre. 500 pas à franchir. Là-haut, le prince de Galles, quand il a vu la charge française s'ébranler, s'est écrié « Mes beaux seigneurs, nous sommes petit nombre, mais ne vous en effrayez pas. La vertu ni la victoire ne vont forcément à grand peuple, mais là où Dieu veut les envoyer. Si nous sommes déconfits, nous n'en aurons point de blâme, et si la journée est pour nous, nous serons les plus honorés du monde. » Déjà, la terre tremblait au pied de la colline. Les archers gallois se tenaient genoux en terre derrière leurs pieux pointus, et les premières flèches se mirent à siffler. Tout d'abord, le maréchal de Clermont fonça sur la bannière de Salisbury, se ruant dans la haie pour s'y faire brèche. Une pluie de flèches brisa sa charge. Ce fut une tombée atroce, au dire de ceux qui en ont réchappé. Les chevaux qui n'avaient pas été atteints allaient s'empaler sur les pieux pointus des archers gallois. De derrière la palissade, les coutilliers et bidots surgissaient avec leurs godendars, ces terribles armes à trois fins dont le croc saisit le chevalier par la chemise de maille, et parfois par la chair, pour le jeter à bas de sa monture, dont la pointe disjoint la cuirasse à l'aine ou à l'aisselle quand l'homme est à terre, dont le croissant, enfin, sert à fendre le haume. Le maréchal de Clermont fut des premiers tués, et presque personne d'entre les siens ne put vraiment entamer la position anglaise. Tous défaits, dans le passage conseillé par Eustache de Ribemont. Au lieu de se porter au secours de Clermont, Audrehem avait voulu le distancer en suivant le cours du Miosson pour tourner les Anglais. Il était venu donner sur les troupes du comte de Warwick, dont les archers ne lui firent pas meilleure partie. On devait vite apprendre qu'Audrehem était blessé et prisonnier. Du duc d'Athènes, on ne savait rien, il avait disparu dans la mêlée. L'armée avait en quelques moments vu disparaître ses 3 chefs. Mauvais début. Mais cela ne faisait que 300 hommes tués ou repoussés sur 25 000 qui avançaient pas à pas. Le roi était remonté à cheval pour dominer ce champ d'armure qui marchait lentement. Alors se produisit un étrange remous. Les rescapés de la charge Clermont, déboulant d'entre les 2 haies meurtrières, leurs chevaux emportés, eux-mêmes hors de sens et incapables de freiner leur monture, vinrent donner dans la première bataille, celle du duc d'Orléans, renversant comme des pièces d'échecs leurs compagnons qui s'en venaient à pied, péniblement.
Alors, ils n'en renversèrent pas beaucoup, 30 ou 50 peut-être, mais qui dans leur chute en chavirèrent le double. Du coup, voici la panique dans la bannière d'Orléans. Les premiers rangs voulant se garer des chocs reculent en désordre. Ceux de derrière ne savent pas pourquoi les premiers refluent ni sous quelle poussée, et la déroute s'empare en quelques moments d'une bataille de près de 6000 hommes. Combattre à pied n'est pas leur habitude, sinon en champ clos, un contre un. Là, pesants comme ils sont, peinant à se déplacer, la vue rétrécie sous leurs bassinets, ils s'imaginent déjà perdus sans recours, et tous se jettent à fuir, alors qu'ils sont encore bien loin de portée du premier ennemi. C'est une chose merveilleuse qu'une armée qui se repousse elle-même. Les troupes du duc d'Orléans et le duc lui-même cédèrent ainsi un terrain que nul ne leur disputait. Quelques bataillons allant chercher refuge derrière la bataille du roi, mais la plupart courant droit, si l'on peut dire courir, aux chevaux tenus par les varlets, alors que rien d'autre en vérité ne talonnait tous ces fiers hommes que la peur qu'ils s'inspiraient à eux-mêmes. Et de se faire hisser en selle pour détaler aussitôt, certains partant pliés comme des tapis en travers de leurs montures qu'ils n'étaient pas parvenus à enfourcher, et disparaissant à travers le pays. La main de Dieu, ne peut-on s'empêcher de penser, n'est-ce pas, Archambault? Et seuls les mécréants oseraient en sourire. La bataille du Dauphin, elle aussi, s'était portée en avant, Montjoie-Saint-Denis, et n'ayant reçu aucun retour ni reflux, poursuivit son progrès. Les premiers rangs, haletant déjà de leur marche, s'engagèrent entre les mêmes haies qui avaient été funestes à Clermont, butant sur les chevaux et les hommes abattus là, un petit moment fait. Ils furent accueillis par de mêmes nuées de flèches tirées de derrière les palissades. Il y eut grand bruit de glaives heurtés et de cris de fureur ou de douleur. Le goulot étant fort étroit, très peu se trouvaient au choc, tous les autres derrière eux pressés et ne se pouvant plus mouvoir. Jean de Landas, Voudenay, le sire Guichard aussi se tenaient, comme ils en avaient l'ordre, autour du dauphin, lequel aurait été bien en peine, et ses frères de Poitiers et de Berry comme lui, de bouger ou de commander aucun mouvement. Et puis, encore une fois, à travers les fentes d'un aume, quand on est à pied, avec plusieurs centaines de cuirasses devant soi, le regard n'a guère de champ. À peine le dauphin voyait-il plus loin que sa bannière, tenue par le chevalier Tristan de Menglet. Quand les chevaliers du comte de Warwick, ceux-là qui avaient fait Audrehem prisonnier, fondirent à cheval sur le flanc de la bataille du dauphin, il fut trop tard pour se disposer à soutenir charge. C'était bien le comble. Ces Anglais, qui si volontiers se battaient à pied et en avaient tiré leur renommée, s'étaient remis en selle dès lors qu'ils avaient vu leurs ennemis venant à l'attaque démontée. Sans avoir à être bien nombreux, ils produisirent la même carambole, mais plus durement, dans le corps de bataille du dauphin que celle qui s'était faite toute seule parmi les gens du duc d'Orléans, et avec plus de confusion encore. « Gardez-vous, gardez-vous » criait-on aux trois fils du roi. Les chevaliers de Warwick poussaient vers la bannière du dauphin, lequel dauphin avait laissé choir sa courte lance et peinait, bousculé par les siens, à seulement soutenir son épée. Ce fut Voudenay, ou bien Guichard, on ne sait pas trop, qui le tira par le bras, en lui hurlant « Suivez-nous, vous devez vous retraire, monseigneur ». Encore fallait-il pouvoir. Le dauphin vit le pauvre Tristan de Menglet navré au sol, le sang lui fuyant de la gorgière comme d'un pot fêlé et coulant sur la bannière aux armes de Normandie et du Dauphiné. Et cela, je le crains, lui donna de l'ardeur à filer. Landas et Voudenay lui ouvraient chemin dans leur propre rang, ses deux frères le suivaient, pressés par Saint-Venant. Qu'il se soit tiré de ce mauvais pas, il n'y en a rien à redire, et l'on ne doit que louer ceux qui l'y ont aidé. Ils avaient mission de le conduire et protéger. Ils ne pouvaient laisser les fils de France, et surtout le premier, aux mains de l'ennemi. Tout cela est bon. Que le dauphin soit allé aux chevaux, ou qu'on ait appelé son cheval à lui, et qu'il y soit remonté, et que ses compagnons en aient fait de même, cela est juste encore, puisqu'il venait d'être bousculé par Jean à cheval. Mais que le dauphin, alors, sans regarder en arrière, s'en soit en allé d'un roi de galop, quittant le champ du combat, tout comme son oncle d'Orléans un moment auparavant, il sera malaisé de jamais faire tenir cela pour une conduite honorable. Ah, les chevaliers de l'Étoile, ce n'était pas leur journée. Saint-Venant, qui est vieux et dévoué serviteur de la couronne, assurera toujours que ce fut lui qui prit la décision d'éloigner le dauphin, qu'il avait déjà pu juger que la bataille du roi était mal en point, que l'héritier du trône commis à sa garde devait coûte que coûte être sauvé, et qu'il lui fallut insister fortement et presque ordonner au dauphin d'avoir à partir. Et il soutiendra cela au dauphin lui-même. Brave Saint-Venant. D'autres, hélas, ont la langue moins discrète. Les hommes de la bataille du dauphin, voyant celui-ci s'éloigner, ne furent pas longs à se débander, et s'enfuirent à leurs chevaux eux aussi, criant à la retraite générale. Le dauphin courut une grande lieue, comme il était parti.
Alors le jugeant assez en sécurité, Voudenay, Landas et Guichard lui annoncèrent qu'ils s'en retournaient se battre. Il ne leur répondit rien. Et que leur aurait-il dit? Vous repartez à l'engagement, moi je m'en écarte, je vous fais mon compliment et mon salut. Saint-Venant voulait également s'en retourner, mais il fallait bien que quelqu'un restât avec le dauphin, et les autres lui en firent obligation, comme aux plus vieux et aux plus sages. Ainsi Saint-Venant, avec une petite escorte qui se grossit vite, d'ailleurs, de fuyards tout affolés qu'il rencontrait, conduisit le dauphin s'enfermer dans le gros château de Chauvigny. Et là, paraît-il, quand ils furent arrivés, le dauphin eut peine à retirer son gantelet, tant sa main droite était gonflée, toute violette, et on le vit pleurer. La bataille du roi. Restait la bataille du roi. Oui, restait le roi Jean sur le champ de Maupertuis. Maupertuis, tiens, je n'y avais pas songé. Les noms, on les répète, on ne s'avise plus de leur sens. Mauvaise issue, mauvais passage. On devrait se méfier de livrer combat dans un lieu ainsi appelé. D'abord, le roi avait vu fuir en désordre, avant même l'abord de l'ennemi, les bannières que commandait son frère, puis se défaire et disparaître à peine engagées les bannières de son fils. Certes, il en avait éprouvé dépit, mais sans penser que rien fût perdu pour autant. Sa seule bataille était encore plus nombreuse que tous les Anglais réunis. Un meilleur capitaine eût sans doute compris le danger et modifié aussitôt sa manœuvre. Or, le roi Jean laissa aux chevaliers d'Angleterre tout le temps de répéter à son encontre la charge qui venait de si bien leur réussir. Ils ont déboulé sur lui, lance basse, et ils ont rompu son front de bataille. Pauvre Jean de... Son père, le roi Philippe, avait été déconfié à Crécy pour avoir lancé sa chevalerie contre la Piétaille, et lui se faisait étriller à Poitiers tout précisément pour la raison inverse. Que faut-il faire quand on affronte des gens sans honneur qui toujours emploient des armes autres que les vôtres? C'est ce qu'il m'a dit ensuite quand je l'ai revu. Du moment qu'ils s'avançaient à pied, les Anglais auraient dû, s'ils avaient été de preux hommes, rester à pied d'eux-mêmes. Oh, il n'est pas le seul prince qui rejette la faute de ses échecs sur un adversaire qui n'a pas joué la règle du jeu choisie par lui. Il m'a dit aussi que la grande colère où ceci l'avait mis lui renforçait les membres. Il ne sentait plus le poids de son armure. Il avait rompu sa masse de fer, mais auparavant il avait assommé plus d'un assaillant. Il aimait mieux d'ailleurs assommer que pourfendre. Mais puisqu'il ne lui restait plus que sa hache d'armes à 2 tranchants, il la brandissait, il la faisait tournoyer, il l'abattait. On eût dit un bûcheron fou dans une forêt d'acier. De plus furieux que lui sur un champ de bataille, on n'en a guère connu. Il ne sentait rien, ni fatigue, ni effroi. Seulement la rage, qui l'aveuglait, plus encore que le sang qui lui coulait sur la paupière gauche. Il était si sûr de gagner tout à l'heure. Il avait la victoire dans la main, et tout s'est écroulé. À cause de quoi? À cause de qui? À cause de Clermont, à cause de Dreux, ces méchants maréchaux trop tôt partis, à cause de son connétable, un âne, qu'ils crèvent tous. Là-dessus, il peut se rassurer, le bon roi, ce vœu-là au moins est exaucé. Le duc d'Athènes est mort, on le retrouvera tout à l'heure contre un buisson, le corps ouvert par un coup de vouge et piétiné par une charge. Le maréchal de Clermont est mort, il a reçu tant de flèches que son cadavre ressemble à une roue de dindon. Audrehem est prisonnier, la cuisse traversée. Rage et fureur. Tout est perdu, mais le roi Jean ne cherche qu'à tuer tout ce qui est devant lui. Et puis tant pis, mourir, le cœur éclaté. Sa cotte d'armes bleues brodée des lys de France est en lambeaux. Il a vu tomber l'oriflamme que le brave Geoffroy de Charny serrait contre sa poitrine. 5 coutiliers étaient sur lui. Un bidaud gallois ou un goujat irlandais, armé d'un mauvais couteau de boucher, a emporté la bannière de France. Le roi appelle les siens, à moi Artois, à moi Bourbon. Ils étaient là il n'y a qu'un moment. Eh oui. Mais à présent, le fils du comte Robert, le dénonciateur du roi de Navarre, le géant à petite cervelle, mon cousin Jean, est prisonnier. Et son frère Charles d'Artois aussi, et monseigneur de Bourbon, le père de la Dauphine. À moi Regnault, à moi l'évêque, fais-toi entendre de Dieu. Si Regnault Chauveau parlait à Dieu, en ce moment-là, c'était face à face. Le corps de l'évêque de Châlons gisait quelque part, les yeux clos sous la mitre de fer. Personne ne répondait plus au roi qu'une voix en mue qui lui criait « Père, père, gardez-vous! À droite, père, gardez-vous !» Le roi a eu un moment d'espoir en voyant Landas, Voudenay et Guichard reparaître dans la bataille, à cheval. Les fuyards s'étaient-ils repris? Les bannières des princes revenaient-elles au galop pour le dégager? Où sont mes fils? À l'abri, sire. Landas et Voudenay avaient chargé, seuls.
Le roi saurait plus tard qu'ils étaient morts d'être retournés au combat pour qu'on ne les crût pas lâches, après avoir sauvé les princes de France. Un seul de ses fils reste au roi, le plus jeune, son préféré, Philippe, qui continue de lui crier « À gauche, père, gardez-vous, père, gardez-vous à droite !» et qui le gêne, disons bien, autant qu'il l'aide. Car l'épée est un peu trop lourde dans les mains de l'enfant pour être bien offensive, et il faut au roi Jean écarter parfois de sa longue hache cette lame inutile, afin de pouvoir porter des coups d'arrêt à ses assaillants. Mais au moins, il n'a pas fui, le petit Philippe. Soudain, Jean II se voit entouré de 20 adversaires, à pied, si pressés qu'ils se gênent les uns les autres. Il les entend crier « C'est le roi, suce au roi !» Pas une cotte d'armes française dans ce cercle terrible. Sur les targes et les écus, rien que des devises anglaises ou gasconnes. « Rendez-vous, sinon vous êtes morts !» lui crie-t-on. Mais le roi fou n'entend rien. Il continue de fendre l'air avec sa hache. Comme on l'a reconnu, on se tient à distance, dame. On veut le prendre vivant. Et il tranche le vent à droite, à gauche. À droite surtout parce qu'à gauche, il a l'œil collé par le sang. « Père, gardez-vous !» Un coup atteint le roi à l'épaule. Un énorme chevalier alors traverse la presse, fait brèche de son corps dans le mur d'acier, joue des cubitières et parvient devant le roi haletant qui toujours mouline l'air. Non, ce n'est pas Jean d'Artois, je vous l'ai dit, il est prisonnier. D'une forte voix française, le chevalier crie « Sire, rendez-vous !» Le roi Jean alors s'arrête de frapper contre rien, contemple ceux qui l'entourent, qui l'enferment, et répond au chevalier « À qui me rendrai-je? À qui? Où est mon cousin, le prince de Galles? C'est à lui que je parlerai. » « Sire, il n'est pas ici, mais rendez-vous à moi, et je vous mènerai devers lui, » répond le géant. « Qui êtes-vous ? » ?»« Je suis Denis de Morbec, chevalier, mais depuis 5 ans au royaume d'Angleterre, puisque je ne puis demeurer au vôtre. » Morbec, condamné pour homicide et délit de guerre privée. Le frère de ce Jean de Morbec qui travaille si bien pour les Navarres, qui a négocié le traité entre Philippe d'Évreux et Édouard III. Ah, le sort faisait bien les choses et mettait des épices dans la fortune pour la rendre plus amère. « Je me rends à vous, » dit le roi. Il jeta sa hache d'armes dans l'herbe, ôta son gantelet et le tendit au gros chevalier. Et puis, un instant immobile, l'œil clos, il laissa la défaite descendre en lui. Mais voilà qu'à son entour, le Hourvari reprenait, qu'il était bousculé, tiré, pressé, secoué, étouffé. Les 20 gaillards criaient tous ensemble « Je l'ai pris, c'est moi qui l'ai pris !» Plus que tous, un Gascon gueulait « Il est à moi, j'étais le premier à l'assaillir, et vous venez Morbec quand la besogne est faite. » Et Morbec de répondre « Que clamez-vous, Troie? Il s'est rendu à moi, pas à vous. » Et qu'elle allait rapporter gros, et d'honneur et d'argent, la prise du roi de France, et chacun cherchait à la gripper pour assurer son droit. Saisi au bras par Bertrand de Troyes, au col par un autre, le roi finit par être renversé dans son armure. Il l'eût séparé en quartiers. « Seigneur, criait-il, menez-moi courtoisement, voulez-vous, et mon fils aussi, devers le prince mon cousin. Ne vous battez plus de ma prise, je suis assez grand pour tous vous faire riche. » Mais il n'écoutait rien. Il continuait de hurler « C'est moi qui l'ai pris, il est mien !» Et ils se battaient entre eux, ces chevaliers, gueules rogues et griffes de fer levées. Ils se battaient pour un roi, comme des chiens pour un os. Passons à présent du côté du prince de Galles. Son bon capitaine, Jean Chandos, venait de le rejoindre sur un tertre qui dominait une grande partie du champ de bataille, et il s'y était arrêté. Leurs chevaux, les naseaux injectés de sang, le mort enveloppé de bave mousseuse, étaient couverts d'écume. Eux-mêmes haletaient. Nous nous entendions l'un l'autre prendre de grandes goulées d'air, m'a raconté Chandos. La face du prince ruisselait, et son camail d'acier fixé au casque qui enfermait le visage et les épaules se soulevait à chaque prise d'haleine. Devant eux, ce n'était que haies éventrées, arbrisseaux cassés, vignes ravagées, partout des montures et des hommes abattus. Ici, un cheval n'en finissait pas de mourir, battant des fers, là, une cuirasse rampait. Ailleurs, 3 écuyers portaient au pied d'un arbre le corps d'un chevalier expirant. Partout, archers gallois et coutilliers irlandais dépouillaient les cadavres. On entendait encore dans quelques coins des cliquetis de combat. Des chevaliers anglais passaient dans la plaine, serrant un des derniers Français qui cherchait sa retraite. Chandos dit « Dieu merci, la journée est vôtre, monseigneur. »« Eh oui, par Dieu, elle l'est, nous l'avons emportée, » lui répondit le prince. Et Chandos reprit « Il serait bon, je crois, que vous vous arrêtiez ici et fassiez mettre votre bannière sur ce haut buisson. Ainsi se rallieront vers vous vos gens qui sont fort épars, et vous-même pourrez vous rafraîchir un petit, car je vous vois fort échauffé.
Il n'y a plus à poursuivre. Je pense ainsi, dit le prince. Et tandis que la bannière au lion et au lys s'était plantée sur un buisson et que les sonneurs cornaient dans leur trompe le rappel au prince, Édouard se fit ôter son bassinet, secoua ses cheveux blonds, essuya sa moustache trempée. Quelle journée! Il faut bien reconnaître qu'il avait vraiment payé de sa personne, galopant sans relâche pour se montrer à chaque troupe, encourageant ses archers, exhortant ses chevaliers, décidant des points où pousser des renforts. Enfin, c'est surtout Warwick et Suffolk, ses maréchaux, qui décidaient, mais il était toujours là pour leur dire « Allez, vous faites bien ». Au vrai, il n'avait pris de lui-même qu'une seule décision, mais capitale, et qui lui méritait vraiment la gloire de toute la journée. Lorsqu'il avait vu le désordre causé dans la bannière d'Orléans par le seul reflux de la charge française, il avait aussitôt remis en selle une partie de son monde, pour aller produire semblable effet dans la bataille du duc de Normandie. Lui-même était entré dans la mêlée à 10 reprises. On avait eu l'impression qu'il était partout, et chacun qui ralliait venait le lui dire. La journée est vôtre, la journée est vôtre, ces grandes dates dont les peuples garderont mémoire. La journée est vôtre, vous avez fait merveille. Ces gentilshommes du corps et de la chambre se hâtèrent à lui dresser son pavillon sur place, et à faire avancer le chariot soigneusement garé, qui contenait tout le nécessaire de son repas, siège, table, couverts, vin. Il ne pouvait pas se décider à descendre de cheval, comme si la victoire n'était pas vraiment acquise. « Où est le roi de France? L'a-t-on vu » demandait-il à ses écuyers. Il était grisé d'action. Il parcourait le tertre, prêt à quelque lutte suprême. Et soudain, il aperçut renversée dans les bruyères une cuirasse immobile. Le chevalier était mort, abandonné de ses écuyers, sauf d'un vieux serviteur blessé qui se cachait dans un taillis. Auprès du chevalier, son pennon, arme de France au sautoir de gueule. Le prince fit ôter le bassinet du mort. Eh oui, Archambault, c'est bien ce que vous pensez, c'était mon neveu. C'était Robert de Durazzo. Je n'ai pas honte de mes larmes. Certes, son honneur propre l'avait poussé à une action que l'honneur de l'Église et le mien auraient dû lui défendre, mais je le comprends, et puis, il fut vaillant. Il n'est pas de jour où je ne prie Dieu de lui faire pardon. Le prince commanda à ses écuyers, mettez ce chevalier sur une targe, portez-le à Poitiers et présentez-le pour moi au cardinal de Périgord, et dites-lui que je le salue. Et c'est de la sorte, oui, que j'appris que la victoire était aux Anglais. Dire que le matin le prince était prêt à traiter, à tout rendre de ses prises, à suspendre les armes pour 7 ans. Il m'en fit beau reproche le lendemain quand nous nous revîmes à Poitiers. Il ne mâcha pas ses paroles. J'avais voulu servir les Français, je l'avais trompé sur leur force. J'avais mis tout le poids de l'Église dans la balance pour l'amener à composition. Je ne pus que lui répondre, « Beau prince, vous avez épuisé les moyens de la paix par amour de Dieu, et la volonté de Dieu s'est fait connaître. » Voilà ce que je lui dis. Mais Warwick et Suffolk étaient arrivés sur le tertre, et avec eux Lord Cobham. « Avez-vous nouvelle du roi Jean » leur demanda le prince. « Non, pas de notre vue, mais nous croyons bien qu'il est mort ou pris, car il n'est point parti avec ses batailles. » Alors le prince leur dit, « Je vous prie, partez et chevauchez pour m'en dire la vérité. Trouvez le roi Jean. » Les Anglais étaient épars, répandus sur près de 2 lieues rondes, chassant l'homme, poursuivant, déferraillant. À présent que la journée était gagnée, chacun traquait pour son profit. Dame, tout ce que porte sur lui un chevalier pris, armes et joyaux, appartient à son vainqueur. Et ils étaient tellement adornés, les barons du roi Jean. Beaucoup avaient des ceintures d'or, sans parler des rançons, bien sûr, qui se discuteraient et seraient fixées selon le rang du prisonnier. Les Français sont assez vaniteux pour qu'on les laisse eux-mêmes fixer le prix auquel ils s'estiment. On pouvait bien se fier à leur gloriole. Alors, à chacun sa chance. Ceux-là qui avaient eu la bonne fortune de mettre la main sur Jean d'Artois, ou le comte de Vendôme, ou le comte de Tancarville, étaient en droit de songer à se faire bâtir château. Ceux qui ne s'étaient saisis que d'un petit banneret ou d'un simple bachelier pourraient seulement changer le meuble de leur grand salle et offrir quelques robes à leurs dames. Et puis, il y aurait les dons du prince pour les plus hauts faits et belles prouesses. Nos hommes sont à chasser la déconfiture jusqu'aux portes de Poitiers, vint annoncer Jean de Grailly, captal de Buch. Un homme de sa bannière qui revenait de là-bas avec 4 grosses prises, n'en pouvant conduire plus, lui avait appris qu'il s'y faisait grand abatis de gens parce que les bourgeois de Poitiers avaient fermé leurs portes,
Devant celle-ci, sur la chaussée, on s'était oxy horriblement, et maintenant les Français se rendaient d'aussi loin qu'ils apercevaient un Anglais. De très ordinaires archers avaient jusqu'à 5 et 6 prisonniers. Jamais on n'avait ouï telle méchéance. Le roi Jean, y est-il? Demanda le prince. Certes non, on me l'aurait dit. Et puis, au bas du tertre, Warwick et Cobham reparurent, allant à pied, la bride de leur cheval au bras, et cherchant à mettre paix parmi une vingtaine de chevaliers et écuyers qui leur faisaient escorte. En anglais, en français, en gascon, ces gens disputaient avec des grands gestes, mimant des mouvements de combat. Et, devant eux, tirant ses pas, allait un homme épuisé, un petit tuban, qui de sa main nue tenait par le gantelet un enfant en armure. Un père et un fils qui marchaient côte à côte, tous deux portant sur la poitrine des lisses de soie tailladées. « Arrière, que nul n'approche le roi s'il n'en est requis !» criait Warwick au disputeur. Et là seulement, Édouard de Galles, prince d'Aquitaine, duc de Cornouailles, connu, comprit, embrassa l'immensité de sa victoire. Le roi Jean, le chef du plus nombreux et plus puissant royaume d'Europe. L'homme et l'enfant marchaient vers lui, très lentement. Ah, cet instant, qui demeurerait toujours dans la mémoire des hommes. Le prince eut l'impression qu'il était regardé de toute la terre. Il fit un signe à ses gentilshommes pour qu'on l'aidât à descendre de cheval. Il se sentait les cuisses raides et les reins aussi. Il se tint sur la porte de son pavillon. Le soleil qui inclinait traversait le bocteau de rayons d'or. On les aurait bien surpris, tous ces hommes, en leur disant que l'heure de vêpres était déjà passée. Édouard tendit les mains au présent que lui amenaient Warwick et Cobham, au présent de la Providence. Jean de France, même courbé par le destin adverse, est de plus grande taille que lui. Il répondit au geste de son vainqueur, et ses deux mains aussi se tendirent, l'une gantée, l'autre nue. Ils restèrent un moment ainsi, non pas s'accolant, simplement s'étreignant les mains. Et puis Édouard eut un geste qui allait toucher le cœur de tous les chevaliers. Il était fils de roi, son prisonnier était roi couronné. Alors, toujours le tenant par les mains, il inclina profondément la tête et il esquissa une pliure du genou. Honneur à la vaillance malheureuse. Tout ce qui grandit notre vaincu, grandit notre victoire. Il y eut des gorges qui se serrèrent chez ces rudes hommes. « Prenez place, sire mon cousin, dit Édouard en invitant le roi Jean à entrer dans le pavillon. Laissez-moi vous servir le vin et les épices. Et pardonnez que pour le souper je vous fasse faire bien simple chair. Nous passerons à table tout à l'heure. » Car on s'affairait à dresser une grande tente sur le tertre. Les gentilshommes du prince connaissaient leurs devoirs. Et les cuisiniers ont toujours quelques pâtés et viandes dans leurs coffres. Ce qui manquait, on alla le chercher au garde-manger des moines de Maupertuis. Le prince dit encore, vos parents et barons auront plaisir à se joindre à vous, je les fais appeler. Et souffrez qu'on pense cette blessure au front qui montre votre grand courage. Journée que ne pouvons-nous attendre encore une ou deux autres, d'autant qu'à chaque moment, nous nous grossissons des retardataires qui rejoignent. Et le maréchal de Clermont, appuyé, le connétable dit bien, un peu d'attente nous donne tout à gagner et rien à perdre. C'est alors que le maréchal d'Audrehem s'emporta, à termoyer, toujours à termoyer. On devrait en avoir terminé depuis la veille au soir. Vous ferez tant que vous finirez par les laisser échapper, comme souvent il advint. Regardez-les qui bougent, ils descendent vers nous pour se fortifier plus bas et se ménager refuite. On dirait, Clermont, que vous n'avez pas grand hâte de vous battre et qu'il vous peine de voir les Anglais de si près. La querelle des maréchaux, il fallait bien qu'elle éclatât, mais était-ce le moment le mieux choisi? Clermont n'était pas homme à prendre si gros outrage en plein visage. Il renvoya comme à la paume, vous ne serez point si hardi aujourd'hui, Audrehem, que vous mettiez le museau de votre cheval au cul du mien. Là-dessus, il rejoint les chevaliers qu'il doit entraîner à l'assaut, se fait hisser en selle et donne de lui-même l'ordre d'attaquer. Audrehem l'imite aussitôt, et avant que le roi n'ait rien dit, ni le connétable, rien. La main de Dieu. C'est chose bien malaisée quand on n'y fut pas que de reconstituer une bataille, et même quand on y fut, surtout lorsqu'elle se déroule aussi confusément que celle de Maupertuis. Elle me fut contée, quelques heures après, de 20 façons différentes, chacun ne la jugeant que de sa place et ne prenant pour important que ce qu'il avait fait.
particulièrement les battus, qui, à les entendre, ne l'eussent jamais été sans la faute de leurs voisins, lesquels en disaient tout autant. Ce qui ne peut être mis en doute, c'est que, aussitôt après mon départ du camp français, les deux maréchaux se prirent de bec. Le connétable, duc d'Athènes, ayant demandé au roi s'il lui plaisait d'ouïr son conseil, lui dit à peu près ceci. « Sire, si vous voulez vraiment que les Anglais se rendent à votre merci, que ne les laissez-vous s'épuiser par défaut de vivre, car leur position est forte, mais ils ne la soutiendront guère quand ils auront le corps faible. Ils sont de toutes parts encerclés, et s'ils tentent sortie par la seule issue où nous pouvons nous-mêmes les forcer, nous les écraserons sans peine. Puisque nous avons attendu une journée. Du duc d'Athènes, on ne savait rien, il avait disparu dans la mêlée. L'armée avait en quelques moments vu disparaître ses 3 chefs. Mauvais début. Mais cela ne faisait que 300 hommes tués ou repoussés sur 25 000 qui avançaient pas à pas. Le roi était remonté à cheval pour dominer ce champ d'armure qui marchait lentement. Alors se produisit un étrange remous. Les rescapés de la charge Clermont, déboulant d'entre les 2 haies meurtrières, leurs chevaux emportés, eux-mêmes hors de sens et incapables de freiner leur monture, vinrent donner dans la première bataille, celle du duc d'Orléans, renversant comme des pièces d'échecs leurs compagnons qui s'en venaient à pied, péniblement. Alors, ils n'en renversèrent pas beaucoup, 30 ou 50 peut-être, mais qui dans leur chute en chavirèrent le double. Du coup, voici la panique dans la bannière d'Orléans. Les premiers rangs voulant se garer des chocs reculent en désordre. Ceux de derrière ne savent pas pourquoi les premiers refluent ni sous quelle poussée, et la déroute s'empare en quelques moments d'une bataille de près de 6 000 hommes. Combattre à pied n'est pas leur habitude, sinon en champ clos. Tout d'abord, le maréchal de Clermont fonça sur la bannière de Salisbury, se ruant dans la haie pour s'y faire brèche. Une pluie de flèches brisa sa charge. Ce fut une tombée atroce, au dire de ceux qui en ont réchappé. Les chevaux qui n'avaient pas été atteints allaient s'empaler sur les pieux pointus des archers gallois. De derrière la palissade, les coutilliers et bidots surgissaient avec leurs godendars, ces terribles armes à 3 fins dont le croc saisit le chevalier par la chemise de maille, et parfois par la chair, pour le jeter à bas de sa monture, dont la pointe disjoint la cuirasse à l'aine ou à l'aisselle quand l'homme est à terre, dont le croissant, enfin, sert à fendre le haume. Le maréchal de Clermont fut des premiers tués, et presque personne d'entre les siens ne put vraiment entamer la position anglaise. Tous défaits, dans le passage conseillé par Eustache de Ribemont. Au lieu de se porter au secours de Clermont, Audruhem avait voulu le distancer en suivant le cours du Miosson pour tourner les Anglais. Il était venu donner sur les troupes du comte de Warwick, dont les archers ne lui firent pas meilleure partie. On devait vite apprendre qu'Audruhem était blessé et prisonnier. Bien commandé, voici la charge lancée. Non point groupée comme il en avait été décidé, mais en 2 escadrons séparés, qui semblent moins se soucier de rompre l'ennemi que de se distancer ou de se poursuivre. Le connétable à son tour demande son destrier et s'élance, cherchant à les rameuter. Alors le roi fait crier l'attaque, pour toutes les bannières, et tous les hommes d'armes, à pied, bateaux, alourdis des 50 ou 60 livres de fer qu'ils ont sur le dos, commencent à s'avancer dans les champs vers le chemin pentu où déjà la cavalerie s'engouffre. 500 pas à franchir. Là-haut, le prince de Galles, quand il a vu la charge française s'ébranler, s'est écrié « Mes beaux seigneurs, nous sommes petit nombre, mais ne vous en effrayez pas. La vertu ni la victoire ne vont forcément à grand peuple, mais là où Dieu veut les envoyer. Si nous sommes déconfits, nous n'aurons point de blâme, et si la journée est pour nous, nous serons les plus honorés du monde. » Déjà, la terre tremblait au pied de la colline. Les archers gallois se tenaient genoux en terre derrière leurs pieux pointus, et les premières flèches se mirent à siffler.